Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes Audrey, Oriane, Lynn, Loane, Et Louis. 5 étudiants éducateurs de jeunes enfants. Nous avons relancé le projet Questions de parents en mettant à disposition des boîtes permettant de récolter vos interrogations. on a donc contacté différents professionnels comme des psychologues, des éducateurs de jeunes enfants, des spécialistes du sommeil ou autres afin de vous apporter une réponse. Nous vous rappelons qu'il s'agit d'une piste de réflexion et non d'une réponse unique. Il existe une multitude de solutions. Chaque enfant est différent, donc chaque réponse sera nuancée et adaptée en fonction de votre situation. Les parents restent les personnes qui connaissent le mieux leur enfant. nous espérons que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour les personnes qui regarderont la vidéo? Psychologue de l'enfant de formation et au lieu de travailler dans un service voilà, clinique de psychologie clinique, en fait, j'ai été embauchée au CNRS dans un laboratoire de recherche centré sur la psychologie de l'enfant. Ensuite, dans une deuxième partie de ma vie professionnelle, je suis devenue enseignant-chercheur à l'université. Donc, j'ai décidé de faire des articles dans les revues professionnelles, décidé de devenir aussi formatrice et de proposer des formations professionnelles. J'ai des formations sur l'observation depuis 30 ans. J'ai des formations sur l'aménagement des espaces de jeu. Alors, si une mère dit ça, elle demande un pourquoi. Et donc, là, moi, quand je travaille sur l'observation, parce qu'en crèche, c'est une question qui vient toujours. On a un bébé qui pleure beaucoup, on a un enfant qui crie beaucoup, etc. Ce n'est pas que les parents. Et donc, à chaque fois, je dis, bon, il faut faire une observation. Le pourquoi, c'est pas, il nous répondra jamais, hein, il ne va pas nous le dire, il a 12 mois. Donc, chaque fois qu'il crie, d'abord, il faut dire quel genre de cri. Parce qu'il y a des cris de jeu, il y a des cris de pleurs, de détresse, de stress. Il y a quelle sorte de cri il a. Et parfois, à 12 mois, ils essayent leur voix. Voilà, ils font des exercices de voix et parfois, ils crient uniquement pour le plaisir de crier, mais parce qu'ils sont en train de découvrir que leur voix, elle existe et qu'ils peuvent crier fort. Voilà. Et parfois, ça devient un jeu avec les parents, etc. Ou parfois, les parents, au contraire, se bouchent les oreilles et disent non, il ne faut pas qu'ils crient. Voilà. Donc, ça peut être des cris de joie, ça peut être des cris de stress, ça peut être, voilà. Donc, déjà, quel cri? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui s'est passé juste avant qui déclenche ce cri? Soit il crie tout en jouant, soit effectivement, on lui a retiré un objet des mains, enfin, j'invente, hein, vous voyez, où il y a quelque chose, il n'est pas content, quoi. Enfin, c'est un cri de colère. Et donc, pourquoi? Et donc, ce que je dirais aux parents, c'est de se transformer en chercheur lui-même. Quand on fait de l'observation, on se met à chercher, mais pas ce qu'on pense soi adulte, ce que l'enfant est en train de nous envoyer comme message, mais c'est non verbal. Hein, voilà. Ben justement, le caprice pour un adulte, c'est l'enfant fait une colère sans raison. Et quand les parents disent pourquoi, vous voyez, chaque fois qu'on dit pourquoi, alors il faut regarder la situation, qu'est-ce qui a déclenché. Toujours. La question qu'est-ce qui a déclenché quand on dit pourquoi, elle est cruciale. Donc souvent, le déclenchement des crises, c'est on a refusé quelque chose à l'enfant, on lui donne un ordre extrêmement rapide, il faut qu'il obéisse tout de suite, on arrête ce qu'il était en train de faire. Oui, voilà. Les neurosciences nous ont appris maintenant que comme le cerveau d'un enfant n'est pas mature au niveau de la zone frontale, qui est la zone qui permet de contrôler les autres zones du cerveau, qui permet de contrôler les gestes, de contrôler les émotions, de stopper ce qu'on est en train de faire, cette zone-là, alors à 5 ans, je ne sais pas, mais à 3 ans, c'est sûr, elle n'est pas encore mature. Donc, un enfant qui a lancé une action ne peut pas l'arrêter pile. Il faut lui demander les choses avec un petit peu de délai. Ça peut être, bon, si, je ne sais pas si il est en train de faire un truc, puis c'est l'heure de manger, ben, lui dire, on va bientôt manger. Bon, tu fais encore un petit peu, pendant ce temps-là, je mets les assiettes, mais quand les assiettes sont mises,
je dirais à table et on y va. Mais tout ça qui prend 10 secondes à lui dire, c'est lui donner un petit délai et ne pas exiger des choses immédiates. Voilà. Alors là, après, tout dépend de la crise, parce qu'il y a des enfants qui en font plus que d'autres et qui c'est assez compliqué à arrêter parce qu'une fois que l'enfant est parti dans une crise, les hormones cérébrales, en particulier celle du stress, qui est le cortisol, inondent le cerveau et il n'est plus accessible à rien du tout. Donc, il faut essayer de ne pas en arriver là, parce qu'à ce moment-là, parfois, les enfants sont tellement, leur cerveau est tellement noyé, si je puis dire, que même les câlins, ils n'en veulent plus. Ils ne veulent pas qu'on les touche, ils ne veulent pas, etc. Donc, c'est très compliqué. C'est à nous de nous adapter à lui. Alors là, c'est très compliqué, parce qu'on ne sait rien de la grand-mère, Oui. on ne sait rien de la mère. Et on ne sait rien de la petite fille. Pourquoi cette petite fille ignore sa grand-mère? Qu'est-ce que ça veut dire ignore? Est-ce que ce n'est pas une interprétation d'adulte? Ça, c'est la perception de la maman qui dit elle l'ignore. Mais il faut regarder la petite fille, quel comportement précis elle a avec sa grand-mère. Est-ce que, par exemple, si la grand-mère lui fait un bisou, elle se détourne? Si la grand-mère veut lui offrir quelque chose, elle n'en veut pas. Enfin, vous voyez? Ou si simplement, je ne sais pas, j'invente, hein, c'est une grand-mère qui n'est pas très câlin et qui finalement ne fait pas tellement de pas vers la petite fille. Et donc la petite fille répond, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de demande, donc j'y vais pas. Enfin, vous voyez, c'est très compliqué parce que c'est une histoire d'interaction. La maman interprète ça comme ça, mais il faut regarder dans l'interaction que fait la grand-mère et que fait la petite fille. Et quels sont les comportements précis qu'il y a derrière le mot « ignore ». Pour moi, le caprice n'existe pas. Vous voyez, le mot de caprice, c'est un mot d'adulte. En fait, c'est une colère. Le caprice, c'est une colère, il ne veut pas. Et donc, c'est pareil, comment gérer? On a un cerveau frontal, certainement à 7 ans, qui est bien plus développé qu'à 2 ou 3. Mais il y a de l'addiction dans la console, il y a le jeu qui continue. Je crois qu'il faut donner un cadre, il faut donner 1 heure, il faut donner… Enfin, voilà. Moi, je pense que là, il faut plutôt aller chercher sur ce qu'a écrit Serge Tisseron, sur ce qu'il conseille aux parents, 3, 6, 9, vous voyez. Mais je pense qu'il faut un cadre et que ce cadre soit toujours le même, qu'un jour, on ne le laisse pas jouer 3 heures et le lendemain, une demi-heure. On n'est pas obligé de laisser la console à disposition. Voilà. C'est le cadre que donnent les parents qui va être le garant du fait qu'il y aura moins de crise, parce que c'est anticipé. Quels comportements font dire ça? Toujours les formules qu'on a d'adultes, il faut les décortiquer en est-ce qu'il dit des choses? Est-ce qu'il fait des choses? Qu'est-ce qui fait dire ça? Est-ce que c'est uniquement la maman ou le parent qui dit ça? Est-ce que c'est l'institutrice qui dit ça? Est-ce que c'est qui dit ça? Et que fait l'enfant? Ça, c'est un apport très intéressant des neurosciences actuellement, qui nous apprennent comment fonctionne un cerveau d'enfant qui n'est pas du tout un cerveau d'adulte. Quand un enfant joue, et c'est fondamental le jeu, c'est vital le jeu, parce qu'il a un cerveau qui est programmé pour apprendre en permanence. Donc, le cerveau d'un enfant, c'est un cerveau d'explorateur, puisque tout est nouveau. Et plus il rencontre d'objets, plus… Donc, un toboggan qu'on lui a demandé de faire dans un sens, c'est-à-dire que tu grimpes les marches et tu glisses, est un toboggan qu'il a exploré comme ça. Une fois qu'il a acquis la compétence pour faire ça, ce toboggan lui propose une autre expérience, c'est de remonter la pente. Et tous les enfants le font. Et bon, j'ai travaillé avec Valéria Lombroso, qui est quelqu'un qui fait des films énormément dans les crèches. Vous voyez des enfants de 15 mois qui essayent de remonter le toboggan à l'envers, à pieds nus, parce qu'il ne faut pas que ça glisse. Et ils remontent de 20 cm. Et puis ils redescendent parce que ça glisse.
Mais 2-3 semaines après, ils vont remonter de 30 centimètres ou de 40 centimètres. Et puis, 6 mois après, ils pourront remonter un peu plus haut, etc. C'est-à-dire que l'expérience de grimper, en luttant contre la gravité, contre une pente qui glisse, est une expérience d'expérimentateur. Donc, en fait, avec les objets, le cerveau d'un enfant est fait, il va chercher toutes les actions qu'il peut faire avec l'objet, en fonction de sa forme, des expériences qu'il propose, si c'est une balle ou si c'est une pelle ou si c'est un balai ou si c'est un toboggan, peu importe. Le cerveau d'un enfant cherche tout ce qu'il peut faire. Donc, quand l'adulte voit des enfants faire quelque chose que son cerveau d'adulte pense peut-être dangereuse parce que peut-être il va glisser et peut-être il va tomber, la bonne réaction, c'est de dire « je le regarde faire, je regarde comment il s'y prend et je n'interviens que s'il y a un risque. Mais s'il glisse, et il se retrouve à plat ventre sur le bas de son toboggan sans pleurer et qu'il est en train de recommencer son expérience, je peux très bien me dire « je suis là, mais je le laisse faire son expérience ». Si on empêche les enfants de faire leur expérience, les expériences, c'est ce qui font que toutes les zones du cerveau créent des connexions ensemble. La vision, l'audition avec la motricité, etc. Et donc, les connexions, là, je dirais, le développement d'un cerveau, c'est à partir des expériences. Et la motricité, c'est fondamental. Leur cerveau est programmé pour avoir envie d'essayer des choses, puisque tout est neuf. Ils découvrent tout ce qu'on pourrait faire avec les objets, que nous, adultes, on a réduit à un toboggan, c'est pour uniquement glisser. Voilà, elle n'a pas encore compris ce qui est de la sphère intime, je veux dire, et voilà, elle est dans la communication et souvent on dit que les enfants sont cash, hein, c'est-à-dire ils disent n'importe où, ils peuvent dire, je sais pas, à leur grand-mère, pourquoi t'es ridée et tu vas mourir un jour, voilà, ou des choses comme ça, faut sûrement pas le prendre mal, hein. Ils ont un cerveau qui se questionne, donc ils questionnent et ils ne se mettent pas à la place de l'autre, c'est pas, ils ne peuvent pas. Tous les jeux moteurs sont essentiels. Donc, les toboggans, sauf s'il est très petit, voilà, adapté par exemple à un enfant de 18 mois, 2 ans, bah, évidemment à 4 ans, probablement que l'enfant trouvera qu'il est trop simple. Mais par exemple, la dinette, on peut en donner à un bébé, à un enfant de 18 mois, à un enfant de 3 ans, un enfant de 4 ans, un enfant, il fera des choses différentes selon son âge avec. Donc en fait, ce qui compte, c'est se questionner sur ce qu'on offre aux enfants comme jouet. Est-ce que le jeu qu'on va offrir va fournir des actions variées? Moi, quand je me balade dans les rayons de jouets de certaines grandes surfaces, avec des jeux qui clignotent quand on appuie, qui font poète-poète, etc., je me dis, si j'étais un enfant, en combien de temps je m'en lasserais? Eh bien, des fois, je me dis, je m'en lasserais très vite. Par contre, si vous offrez des jeux gigognes, vous savez, tous les trucs que gigognent, là, qui s'emboîtent, c'est un jeu très vieux, je veux dire, qui marche chez les bébés, les petits, à tous les âges, enfin, surtout chez les petits, mais je veux dire, pourquoi? Parce que ce jeu gigogne, vous pouvez mettre dedans, hein, vous pouvez aussi les empiler comme une tour, vous pouvez, voilà, les Legos, etc., ça peut durer très longtemps, entre les gros Legos d'abord, les petits Legos, etc. Et un toboggan, à mon avis, s'il est bien choisi, si on le met dans le jardin, si, je ne sais pas, hein, il va servir longtemps. Et il servira peut-être pas que pour glisser, il servira peut-être pour y faire glisser des voitures, pour y faire glisser des cailloux, pour y faire glisser autre chose. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que le jeu est riche en actions différentes à faire avec? Il y a les idées sur l'éducation qui font qu'ils ne se posent pas la question, qu'est-ce qui se passe pour l'enfant quand on dit ça? Pourquoi, en fait, l'enfant résiste? Parce que je voudrais bien qu'il attende, hein, puis qu'il obéisse tout de suite. Bon, mais justement, il ne le fait pas.
Et la question qui ne se pose pas, c'est pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il résiste à mes injonctions de parents? Pourquoi ça ne marche pas, ce que je dis? Vous voyez? Celle-là, il ne se la pose pas. Donc, nous, on la pose et on apporte ce que les neurosciences et les recherches qu'on connaît ont répondu à ça. Comment le parent pourrait répondre autrement ou proposer autre chose? Les neurosciences nous ont appris qu'on demande beaucoup trop de contrôle de soi aux enfants de moins de 3 ans, alors que leur cerveau ne leur permet pas. Et que donc, bien sûr, nous, en tant que parents professionnels, on a à leur donner un cadre protecteur. Hein. Il y a des choses, eux, ils ne peuvent pas imaginer que ce qu'ils sont en train de faire peut avoir un risque. Nous, on le conçoit, le risque. Mais quand on dit à un enfant, attention, tu vas tomber, je dirais, il s'en fiche, il n'est pas en train de tomber. Vous voyez? Oui, oui. Donc, au lieu de dire, non, tu vas tomber, descends, on peut lui dire, tiens-toi bien. Et puis être là. On peut lui donner des conseils, je dirais, en étant là, mais lui dire tu vas tomber, non. Un cerveau d'enfant n'anticipe pas. Donc, dernier exemple, un enfant jette un jeu au milieu de la pièce, parmi les autres enfants. Pratiquement tous les professionnels vont dire on ne jette pas. Est-ce que jeter est une action qui ne sert à rien dans le développement? Non, c'est de la psychomotricité du bras. Je veux dire, dans la vie, on aura besoin de savoir lancer, on aura besoin, voilà, les jambes se développent, les bras aussi. Donc, ce n'est pas l'action de lancer qui ne va pas, c'est la petite voiture qui va lancer. Parce que lui ne peut pas anticiper, voilà, il est dans son jeu, le plaisir, je dirais, de lancer. Donc, la parole de l'adulte peut se modifier dans « je vois que tu as envie de lancer », mais pas la petite voiture, parce que tu vois, elle peut tomber sur la tête d'un enfant. Alors, je vais te donner autre chose à lancer, ou alors je vais te dire où lancer, ou voilà, on détourne l'action, on garde l'action, et on lui propose une autre façon de la faire. Et puis, voilà, aussi pour les parents, avec ma collègue Josette Serre, on a écrit un petit bouquin pendant le confinement. Et ce bouquin, il est aussi pour les parents, c'est si on revisitait certaines idées sur les jeunes enfants. Donc, on part des paroles d'adultes qu'on analyse au vu des recherches, les nôtres et les neurosciences, qui nous ont vraiment, dans les 10 dernières années, là, qui apportent vraiment beaucoup de choses. Et on essaye d'éclairer ce que fait l'enfant d'une autre façon que ce que le parent avait perçu au départ, et comment il pourrait dire autre chose.